Les 8 coups de l'horloge, le film révélateur. Regardez donc celui qui joue le maître d'hôtel, dit Serge Rénine. Qu'est-ce qu'il a de particulier demanda Hortense. Il se trouvait en matinée dans un cinéma des boulevards où la jeune femme avait entraîné Rénine pour y voir une interprète qui la touchait de près. Rose André, que l'affiche mettait en vedette, était sa demi-sœur, leur père s'étant marié 2 fois. Depuis quelques années, fâchées l'une avec l'autre, elles ne s'écrivaient même plus. Belle créature, aux gestes souples et au visage rieur, Rose André, après avoir fait du théâtre sans beaucoup de succès, venait de se révéler au cinéma comme une interprète de grand avenir. Ce soir-là, elle animait de son entrain et de sa beauté ardente un film assez médiocre par lui-même, La princesse heureuse. Sans répondre directement, Rénine reprit pendant une pause de la représentation. Je me console de mauvais films en observant les personnages secondaires. Comment ces pauvres diables, à qui l'on fait répéter 10 ou 20 fois certaines scènes, ne penseraient-ils pas souvent, lors de la prise définitive, à autre chose qu'à ce qu'ils jouent? Ce sont ces petites distractions où percent un peu de leur âme ou de leur instinct qui sont amusantes à noter. Ainsi tenez, ce maître d'hôtel. L'écran montrait maintenant une table luxueusement servie que présidait la princesse heureuse entourée de tous ses amoureux. Une demi-douzaine de domestiques allaient et venaient, dirigés par le maître d'hôtel, grand gaillard aux mufles épais à la figure vulgaire, dont les sourcils énormes se rejoignaient en une seule ligne. Une tête de brute, dit Hortense. Que voyez-vous en lui de spécial? Examinez la façon dont il regarde votre sœur, et s'il ne regarde pas plus souvent qu'il ne devrait. Ma foi, jusqu'ici il ne me semble pas, objecta Hortense. Mais si, affirma le prince Rénine. Il est évident qu'il éprouve dans la vie pour Rose André des sentiments personnels qui n'ont aucun rapport avec son rôle de domestique anonyme. Nul ne s'en doute peut-être dans la réalité, mais sur l'écran, quand il ne se surveille pas ou quand il croit que les camarades de répétition ne peuvent le voir, son secret lui échappe, tenez. L'homme ne bougeait plus. C'était la fin du repas. La princesse buvait une coupe de champagne, et il la contemplait de ses 2 yeux luisants que voilaient à demi ses lourdes paupières. 2 fois encore, ils surprirent en lui de ces expressions singulières auxquelles Rénine attribuait une signification passionnée qu'Hortense mettait en doute. C'est sa façon de regarder à cet homme, disait-elle. L'épisode se termina. Il y en avait un second. La notice du programme annonçait qu'1 an s'était écoulé et que la princesse heureuse vivait dans une jolie chaumière normande, tout enguirlandée de plantes grimpantes avec le musicien peu fortuné qu'elle avait choisi comme époux. Toujours heureuse d'ailleurs, ainsi qu'on put le constater sur l'écran, la princesse était toujours également séduisante et toujours assiégée par les prétendants les plus divers. Bourgeois et nobles, financiers et paysans, tous les hommes tombaient en bamoison devant elle, et plus que tous une sorte de rustre solitaire, un bûcheron velu et à demi sauvage, qu'elle rencontrait dans toutes ses promenades. Armé de sa hache, redoutable et sournois, il rôdait autour de la chaumière, et l'on sentait avec effroi qu'un péril menaçait la princesse heureuse. Tiens, tiens, chuchota Rénine. Vous savez qui c'est, l'homme des bois? Non. Mais le maître d'hôtel, tout simplement. On a pris le même interprète pour les 2 rôles. De fait, malgré la déformation de la silhouette, sous la démarche pesante, sous les épaules voûtées du bûcheron, se retrouvaient les attitudes et les gestes du maître d'hôtel.
De même que sous la barbe inculte et sous les longs cheveux épais, on reconnaissait la face rasée de tout à l'heure, le mufle de bête et la ligne touffée des sourcils. Au loin, la princesse sortit de la chaumière. L'homme se cacha derrière un massif. De temps en temps, l'écran montrait, en proportion démesurée, ses yeux féroces ou ses mains d'assassin aux pouces énormes. « Il me fait peur, dit Hortense. Il est terrifiant de réalité. » « Parce qu'il joue pour son propre compte, fit Rénine. Vous comprenez bien que dans l'intervalle des 3 ou 4 mois qui semblent séparer les époques où les deux films furent tournés, son amour a fait des progrès, et pour lui, ce n'est pas la princesse qui vient, mais Rose André. » L'homme s'accroupit. La victime approchait, allègre et sans méfiance. Elle passa, entendit du bruit, s'arrêta et regarda d'un air souriant, qui devint attentif, puis inquiet, puis de plus en plus anxieux. Le bûcheron avait écarté les branches et traversé le massif. Ils se trouvaient ainsi l'un en face de l'autre. Il ouvrit les bras comme pour la saisir. Elle voulut crier et appeler au secours, mais elle suffoquait, et les bras se refermèrent sur elle sans qu'elle pût opposer la moindre résistance. Alors il la chargea sur son épaule et se mit à galoper. « Êtes-vous convaincu, murmura Rénine. Croyez-vous que cet acteur de 20e ordre aurait eu cette puissance et cette énergie s'il s'agissait d'une autre femme que Rose André ?» Le bûcheron, cependant, arrivait au bord d'un large fleuve près d'une vieille barque échouée dans la vase. Il y coucha le corps inerte de Rose André, défit la mare et se mit à remonter le fleuve en suivant la rive. Plus tard, on le vit atterrir, puis franchir la lisière d'une forêt et s'enfoncer parmi de grands arbres et des amoncellements de roches. Ayant déposé la princesse, il déblaya l'entrée d'une caverne où le jour se glissait par une fente oblique. Une série de projections montra l'affolement du mari, les recherches, la découverte de petites branches cassées par la princesse heureuse et qui indiquaient la route suivie. Puis ce fut le dénouement, la lutte effroyable entre l'homme et la femme, et au moment où la femme, vaincue, à bout de force, est renversée, l'irruption brusque du mari et le coup de feu qui abat la bête fauve. Il était 4 heures lorsqu'ils sortirent du cinéma. Rénine, que son automobile attendait, fit signe au chauffeur de le suivre. Ils marchèrent tous deux par les boulevards et la rue de la Paix, et Rénine, après un long silence dont la jeune femme s'inquiétait malgré elle, lui demanda « Vous aimez votre sœur ?»« Oui, beaucoup. Cependant, vous êtes fâché. »« Oui, je l'étais du temps de mon mari. Rose est une femme assez coquette avec les hommes. J'ai été jalouse, et vraiment sans motif. Mais pourquoi cette question ? Je ne sais pas, ce film me poursuit, et l'expression de cet homme était si étrange. » Elle lui prit le bras et vivement. « Enfin quoi, parlez, que supposez-vous ?»« Ce que je suppose, oh, tout et rien. Mais je ne puis m'empêcher de croire que votre sœur ait été en danger. » Oh, simple hypothèse. Oui, mais une hypothèse fondée sur des faits qui m'impressionnent. À mon avis, la scène de l'enlèvement représente non pas l'agression de l'homme des bois contre la princesse heureuse, mais une attaque violente et forcenée d'un interprète contre la femme qu'il convoite. Certes, cela s'est passé dans les limites imposées par le rôle, et personne n'y a vu que du feu. Personne sauf peut-être Rose André. Mais moi, j'ai surpris des éclairs de passion qui ne laissent aucun doute, des regards où il y avait de l'envie et même la volonté du meurtre,
des mains contractées, toutes prêtes à étrangler. 20 détails enfin qui me prouvent qu'à cette époque-là, l'instinct de cet homme le poussait à tuer cette femme qui ne pouvait lui appartenir. Soit, à cette époque peut-être, dit Hortense, mais la menace est conjurée puisque des mois se sont écoulés. Évidemment, évidemment, mais tout de même, je veux me renseigner. Mais près de qui? Auprès de la Société mondiale qui a tourné le film. Tenez, voici les bureaux de la Société. Voulez-vous monter dans l'automobile et attendre quelques minutes? Il appela Clément, son chauffeur, et s'éloigna. Au fond, Hortense demeurait sceptique. Toutes ces manifestations d'amour dont elle ne niait ni l'ardeur ni la sauvagerie lui avaient semblé le jeu rationnel d'un bon interprète. Elle n'avait rien saisi de tout le drame redoutable que Rénine prétendait avoir deviné, et se demandait s'il ne péchait pas par excès d'imagination. Eh bien, lui dit-elle, non sans ironie, quand il revint, où en êtes-vous? Du mystère, des coups de théâtre? Suffisamment, fit-il d'un air soucieux. Elle se troubla aussitôt. Que dites-vous? Il raconta d'un trait. Cet homme s'appelle Dalbrec. C'est un être assez bizarre, enfermé, taciturne, et qui se tenait toujours à l'écart de ses camarades. On ne s'est jamais aperçu qu'il fût particulièrement empressé auprès de votre sœur. Cependant, son interprétation à la fin du second épisode parut si remarquable qu'on l'engagea pour un nouveau film. Il tourna donc en ces derniers temps. Il tourna aux environs de Paris. On était content de lui lorsque soudain un événement insolite se produisit. Le vendredi 18 septembre au matin, il crocheta le garage de la Société mondiale et fila dans une superbe limousine après avoir raflé la somme de 25 000 francs. On porta plainte et la limousine fut retrouvée le dimanche aux environs de Dreux. Hortense, qui écoutait un peu pâle, insinua Jusqu'ici, aucun rapport. Si, je me suis enquis de ce qu'était devenu Rose André. Votre sœur a voyagé cet été, puis elle est restée une quinzaine dans le département de l'Eure, où elle possède une propriété, précisément la chaumière où l'on a tourné La Princesse Heureuse. Appelée en Amérique par un engagement, elle est revenue à Paris, a fait enregistrer ses bagages à la gare Saint-Lazare et s'en est allée vendredi le 18 septembre avec l'intention de coucher au Havre et de prendre le bateau du samedi. Vendredi le 18, balbutia Hortense, le même jour que cet homme, il l'aura enlevé? Nous allons le savoir, dit Rénine. Clément, à la compagnie transatlantique. Cette fois, Hortense l'accompagna dans les bureaux et s'informa elle-même près de la direction. Les recherches aboutirent rapidement. Une cabine avait été retenue par Rose André sur le paquebot La Provence. Mais le paquebot était parti sans que la passagère se fût présentée. Le lendemain seulement, on recevait du Havre un télégramme, signé Rose André, annonçant un retard et demandant que l'on gardât les bagages en consigne. Le télégramme venait de Dreux. Hortense sortit en chancelant. Il ne semblait pas possible que l'on pût expliquer toutes ces coïncidences autrement que par un attentat. Les événements se groupaient selon l'intuition profonde de Rénine. Prostrée dans l'automobile, elle l'entendit qui donnait comme adresse la préfecture de police. Ils traversèrent le centre de Paris. Puis elle resta seule sur un quai quelques instants. « Venez, dit-il en ouvrant la portière. « Du nouveau, qui vous a reçu ?» demanda-t-elle anxieusement. « Non, je n'ai pas cherché à être reçu.
Je voulais seulement me mettre en rapport avec l'inspecteur Morisseau, celui qui me fut envoyé l'autre jour dans l'affaire du Treuil. Si l'on sait quelque chose, nous le saurons par lui. Eh bien, à cette heure-ci, il est dans un petit café que vous voyez là-bas, sur la place. Ils y entrèrent et s'assirent devant une table isolée où l'inspecteur principal lisait son journal. Tout de suite, il les reconnut. Rénine lui serra la main et, sans préambule, « Je vous apporte une affaire intéressante, brigadier, qui peut vous mettre en relief. Peut-être d'ailleurs êtes-vous au courant. » « Quelle affaire ?»« Dalbrec. » Morisseau parut surpris. Il hésita et d'un ton prudent. « Oui, je sais, les journaux ont parlé de ça. Vol d'automobile, 25 000 francs barbotés. Les journaux parleront aussi demain d'une découverte que nous venons de faire à la sûreté. À savoir que Dalbrec serait l'auteur d'un assassinat qui fit beaucoup de bruit l'an dernier, celui du bijoutier Bourguet. »« Il s'agit d'autre chose, affirma Rénine. »« De quoi donc ?»« D'un enlèvement commis par lui dans la journée du samedi 19 septembre. »« Ah, vous savez ?»« Je sais. »« En ce cas, déclara l'inspecteur qui se décida, allons-y. » Samedi le 19 septembre, en effet, en pleine rue, en plein jour, une dame qui faisait des emplettes fut enlevée par 3 bandits dont l'automobile s'enfuit à toute allure. Les journaux ont rapporté l'incident, mais sans donner le nom de la victime ni des agresseurs, et cela pour cette bonne raison, c'est qu'on ne savait rien. C'est seulement hier que, envoyé au Havre avec quelques hommes, j'ai réussi à identifier un des bandits. Le vol des 25 000 francs, le vol de l'auto, l'enlèvement de la jeune femme, même origine. Un seul coupable, Dalbrec. Quant à la jeune femme, aucun renseignement. Toutes nos recherches ont été vaines. Hortense n'avait pas interrompu le récit de l'inspecteur. Elle était bouleversée. Quand il eut fini, elle soupira. « Mais c'est effrayant. La malheureuse est perdue. Il n'y a aucun espoir. » S'adressant à Morisseau, Rénine expliqua. « Oui, la victime est la sœur, ou plus exactement la demi-sœur de madame. C'est une interprète de cinéma très connue, Rose André. » Et en quelques mots, il raconta les soupçons qu'il avait eus en voyant le film de La Princesse Heureuse et l'enquête qu'il poursuivait personnellement. Il y eut un long silence autour de la petite table. L'inspecteur principal, 7 fois encore, confondu par l'ingéniosité de Rénine, attendait ses paroles. Hortense l'implorait du regard, comme s'il pouvait aller du premier coup jusqu'au fond du mystère. Il demanda à Morisseau. « C'est bien 3 hommes qu'il y avait à bord de l'auto. »« Oui. 3 également à Dreux. »« Non, à Dreux, on n'a relevé les traces que de 2 hommes. »« Dont Dalbrec ?»« Je ne le crois pas, aucun des signalements ne correspond au sien. » Il réfléchit encore quelques instants, puis déplia sur la table une grande carte routière. Un nouveau silence. Après quoi, il dit à l'inspecteur. « Vous avez laissé vos camarades au Havre ?»« Oui, l'inspecteur. »« Pouvez-vous leur téléphoner ce soir ?»« Oui. »« Et demander 2 autres inspecteurs à la sûreté ?»« Oui. »« Eh bien, rendez-vous demain à midi. »« Où ?»« Ici. » Et du doigt, il appuya sur un point de la carte qui était marqué « Le chêne à la cuve » et qui se trouvait en pleine forêt de Bretonne, dans le département de l'Eure. « Ici, me répéta-t-il. C'est ici que le soir de l'enlèvement, Dalbrec a cherché un refuge.
À demain, monsieur Morisseau. Soyez exact au rendez-vous. 5 hommes, oh, ce n'est pas de trop pour capturer une bête de cette taille. L'inspecteur n'avait pas bronché. Ce diable d'individu le stupéfiait. Il paya sa consommation, se leva, fit machinalement le salut militaire et sortit en marmottant. On y sera, monsieur. Le lendemain, à 8 heures, Hortense et Rénine quittaient Paris dans une vaste limousine que conduisait Clément. Le voyage fut silencieux. Hortense, malgré sa foi dans le pouvoir extraordinaire de Rénine, avait passé une nuit mauvaise et songeait avec angoisse au dénouement de l'aventure. On approchait. Elle lui dit « Mais quelle preuve avez-vous qu'il l'ait conduite dans cette forêt ?» De nouveau, il déploya la carte sur ses genoux et il fit voir à Hortense que si l'on trace une ligne du Havre, ou plutôt de Quillebeuf, où l'on traverse la Seine, jusqu'à Dreux, où l'auto fut retrouvée, cette ligne touche aux lisières occidentales de la forêt de Bretonne. Or, ajouta-t-il, c'est dans la forêt de Bretonne, d'après ce que l'on m'a dit à la Société mondiale, que fut tournée la princesse heureuse. Et la question qui se pose est celle-ci. Maître de Rose André, d'Albrecq, en passant le samedi à proximité de la forêt, n'a-t-il pas eu l'idée d'y cacher sa proie, tandis que les deux complices continuaient sur Dreux et rentraient à Paris? La grotte est là, toute proche. Comment ne pas y aller? N'est-ce pas en courant vers cette grotte, quelques mois auparavant, qu'il tenait dans ses bras, contre lui, à portée de ses lèvres, la femme qu'il aimait et qu'il vient de conquérir? Pour lui, logiquement, fatalement, l'aventure recommence. Mais cette fois, en pleine réalité. Rose André est captive, pas de secours possible. La forêt est immense et déserte. Cette nuit-là, ou l'une des nuits suivantes, il faut que Rose André s'abandonne. Hortense frissonna. Ou qu'elle meure. Oh, Rénine, nous arrivons trop tard. Mais pourquoi? Mais pensez donc 3 semaines. Vous ne supposez pas qu'il la tienne enfermée là depuis tant de temps? Certes non, l'endroit que l'on m'a indiqué se trouve à un croisement de route, et la retraite n'est pas sûre, mais nous y découvrirons sûrement quelque indice. Ils déjeunèrent en route, un peu avant midi, et pénétrèrent dans les hautes futaies de Bretonne, antique et vaste forêt, toute pleine de souvenirs romains et de vestiges du Moyen-Âge. Rénine, qui l'avait souvent parcouru, dirigea l'auto vers un chêne célèbre à 10 lieues à la ronde, dont les branches en s'évasant formaient une large cuve. L'auto s'arrêta au tournant qui précède, et ils allèrent à pied jusqu'à l'arbre. Morisseau les attendait en compagnie de 4 gaillards solides. « Venez, leur dit Rénine, la grotte est à côté parmi les broussailles. » Ils la trouvèrent aisément. D'énormes roches surplombaient une entrée basse où l'on se glissait par un étroit sentier entre des fourrés épais. Il y entra et fouilla de sa lampe électrique les recoins d'une petite caverne aux parois encombrées de signatures et de dessins. « Rien à l'intérieur, dit-il à Hortense et à Morisseau. Mais voici la preuve que je cherchais. Si le souvenir du film a vraiment ramené d'Albrecq vers la grotte de la princesse heureuse, nous devons penser qu'il en fut de même pour Rose André. Or, la princesse heureuse, dans le film, avait cassé les bouts de branches durant tout le trajet. Et voici justement, à droite de cet orifice, des branches qui ont été récemment brisées. « Soit, dit Hortense, mais je vous accorde qu'il y a là une preuve possible de leur passage, mais elle date de 3 semaines, et depuis... » « Bien depuis, votre sœur est enfermée dans quelque trou plus isolé. Ou bien morte et ensevelie sous un monceau de feuilles. »« Non, non, dit Rémy en frappant du pied. Il n'est pas croyable que cet homme ait fait tout ce qu'il a fait pour arriver à un meurtre stupide.
Il aura patienté. Il aura voulu prendre sa victime par les menaces, par la faim. Alors, cherchons. Mais comment? Bien pour sortir de ce labyrinthe, nous avons un fil conducteur, qui est l'intrigue même de la princesse heureuse. Suivons-le, en remontant de proche en proche jusqu'au début. Dans le drame, l'homme des bois, pour amener la princesse ici, a traversé la forêt après avoir ramé le long du fleuve. La Seine est à 1 kilomètre de distance, bien descendons vers la Seine. Il repartit. Il avançait sans hésitation, l'œil aux aguets, comme un bon chien de chasse que son flair guide sûrement. Suivis de loin par l'auto, ils gagnèrent un groupe de maisons au bord de l'eau. Rénine alla droit à la maison du passeur et le questionna. Dialogue rapide. 3 semaines auparavant, un lundi matin, cet homme avait constaté la disparition d'une de ses barques. Cette barque, il devait la retrouver dans la vase 1/2 plus loin. Non loin d'une chaumière où l'on a fait du cinéma cet été, demanda Rénine. Oui. Et c'est là où nous sommes qu'on avait débarqué une femme enlevée? Oui, la princesse heureuse, ou plutôt madame Rose André, à qui appartient ce qu'on appelle le Clos Joli. La maison est ouverte en ce moment? Non, la dame en est partie à 1 mois pour avoir tout fermé. Pas de gardien? Personne. Rénine se retourna et dit à Hortense. Mais aucun doute, c'est la prison qu'il a choisie. La chasse recommença. Ils suivirent tout le chemin de halage le long de la Seine. Ils marchaient sans bruit sur le gazon des bas-côtés. Le chemin rejoignait la grande route, et il y avait des bois taillis au sortir desquels ils aperçurent du haut d'un tertre le Clos Joli, tout entouré de haies. Hortense et Rénine reconnurent la chaumière de la princesse heureuse. Les fenêtres étaient barricadées de volets et les sentiers déjà tapissés d'herbe. Ils demeurèrent là plus d'1 heure, blottis dans des fourrés. Le brigadier s'impatientait. La jeune femme avait perdu confiance et ne croyait pas que le Clos Joli pût servir de prison à sa sœur. Mais Rénine s'obstinait. Elle est là, vous dis-je. C'est mathématique. Il est impossible que d'Albrecht n'ait pas choisi cet endroit pour l'y tenir captive. Il espère ainsi, dans un milieu qu'elle connaît, la rendre plus docile. Enfin, vis-à-vis d'eux, de l'autre côté du clos, un pas se fit entendre, lent et assourdi. Une silhouette déboucha sur la route. À cette distance, on ne pouvait voir le visage. Mais la marche pesante, l'allure, était bien celle de l'homme que Rénine et Hortense avaient vu sur le film. Ainsi, en 24 heures, sur les vagues indications que peut donner l'attitude d'un interprète, Serge Rénine aboutissait par un simple raisonnement de psychologie au cœur même du drame. Ce que le film avait suggéré, le film l'avait imposé à Dalbrèque. Dalbrèque avait agi dans la vie réelle comme dans la vie imaginaire du cinéma, et Rénine, remontant pas à pas le chemin que Dalbrèque remontait lui-même sous l'influence du film, arrivait au lieu même où l'homme des bois tenait emprisonnée la princesse heureuse. Dalbrèque semblait vêtu comme un cheminot, de vêtements rapiécés et de loques. Il portait une besace d'où émergeait le col d'une bouteille et l'extrémité d'une baguette de pain. Sur l'épaule, une hache de bûcheron. Il trouva ouvert le cadenas de la barrière, pénétra dans le verger, et bientôt fut dissimulé par une ligne d'arbustes qui le conduisit vers l'autre façade de la maison. Rénine saisit par le bras Morisseau, qui voulait s'élancer.
Mais pourquoi demanda Hortense. Il ne faut pas laisser entrer ce bandit, sans quoi. Et s'il a des complices, si l'éveil est donné. Mais tant pis, avant tout, sauvons ma sœur. Et si nous arrivons trop tard pour la défendre, dans sa rage, il peut la tuer d'un coup de hache. Ils attendirent. 1 heure encore s'écoula. L'inaction les irritait. Hortense pleurait par moments. Mais Rénine tint bon, et personne n'osait lui désobéir. Le jour baissa. Dès les premières ombres du crépuscule s'étendaient sur les pommiers, et lorsque soudain la porte de la façade qu'ils apercevaient fut ouverte, des clameurs d'épouvante et de triomphe jaillirent, et un couple bondit, souple, enlacé, où l'on discernait cependant les jambes de l'homme et le corps de la femme qu'il portait dans ses bras au travers de sa poitrine. « Oh, lui est Rose !» balbutia Hortense bouleversée. « Oh, Rénine, sauvez-la !» Dalbrec se mit à courir parmi les arbres comme un fou, riant et criant. Il faisait, malgré son fardeau, des sauts énormes, ce qui lui donnait un air de bête fantastique, ivre de joie et de carnage. L'une de ses mains, libérée, brandit la hache dont l'éclair s'étincela. Rose hurlait de terreur. Il traversa le verger en tous sens, galopa le long de la haie, puis s'arrêta tout à coup devant un puits, et raidissant les bras, le buste penché, comme s'il voulait la précipiter dans l'abîme. La minute fut affreuse. Allait-il se résoudre à accomplir l'acte effroyable? Mais ce n'était sans doute là qu'une menace, dont l'horreur devait induire la jeune femme à l'obéissance, car il repartit subitement, revint en ligne droite vers la porte principale et s'engouffra dans le vestibule. Un bruit de verrou, la porte fut close. Chose inexplicable, Rénine n'avait pas bougé. De ses 2 bras, il barrait la route aux inspecteurs, tandis qu'Hortense, cramponnée à ses vêtements, le suppliait. « Mais sauvez-la, c'est un fou, il va la tuer, je vous en prie. » Mais à ce moment, il eut comme une nouvelle offensive de l'homme contre sa victime. Il apparut à une lucarne qui trouait le pignon entre les ailes de chaume du grand toit, et il recommença son atroce manœuvre, suspendant Rose André dans le vide et le balançant ainsi qu'un proie qu'on va jeter dans l'espace. Ne put-il se décider, ou n'était-ce vraiment qu'une menace? Jugeait-il Rose suffisamment domptée? Il rentra. Cette fois, Hortense eut gain de cause. Ses mains glacées pressaient la main de Rénine, et il la sentit qui semblait et qui tremblait désespérément. « Oh, je vous en prie, qu'attendez-vous » Il céda. « Oui, dit-il, allons-y, mais pas trop de hâte. Il faut réfléchir. » « Réfléchir, mais Rose qu'il va tuer. Vous avez vu la hache? Mais c'est un fou, il va la tuer. » « Nous avons le temps, affirma-t-il. Je réponds de tout. » Hortense dut s'appuyer sur lui, car elle n'avait pas la force de marcher. Ils descendirent ainsi du tertre, et choisissant un endroit que dissimulaient les frondaisons des arbres, il aida la jeune femme à franchir la haie. D'ailleurs, l'obscurité naissante n'eût pas permis qu'on les aperçût. Sans un mot, il fit le tour du verger, et ils arrivèrent ainsi derrière la maison. C'était par là que Dalbrec était entré la première fois. En effet, ils virent une petite porte de service qui devait être celle de la cuisine. « Un coup d'épaule, dit-il aux inspecteurs, et vous pourrez vous introduire quand le moment sera venu. » « Mais le moment est venu, grogna Morisseau, qui déplorait tous ses retards. « Non, pas encore. »
Je veux d'abord me rendre compte de ce qui se passe sur l'autre façade. Quand je sifflerai, jetez bas brusquement ces planches et suce à l'homme, le revolver au poing. Mais pas avant, n'est-ce pas? Sans quoi nous risquons gros. Mais s'il se débat, c'est une brute forcenée. Mais tirez-lui dans les jambes, et surtout qu'on le prenne vivant. Vous êtes 5, que diable! Il entraîna Hortense, qu'il ranima en quelques paroles. Vite, il n'est que temps d'agir, ayez pleine confiance en moi. Elle soupira, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais moi non plus, dit Rénine, il y a dans tout cela quelque chose qui me déconcerte, mais j'en comprends assez pour craindre l'irréparable. L'irréparable, dit-elle, c'est le meurtre de Rose. Non, déclara-t-il, c'est l'action de la justice, et c'est pourquoi je veux prendre les devants. Ils contournèrent la maison en se cognant dans les massifs d'arbustes. Puis Rénine s'arrêta devant une des fenêtres du rez-de-chaussée. « Écoutez, dit-il, on parle. Cela vient de la pièce qui est là. » Ce bruit de voix laissait supposer qu'il devait y avoir quelque lumière pour éclairer celui ou ceux qui parlaient. Il chercha, écarta les planches dont la végétation tardive masquait les volets clos, et vit qu'une lueur filtrait entre deux de ces volets qui étaient mal joints. Il put passer la lame de son couteau, qu'il fit glisser doucement, et avec lequel il souleva un loquet intérieur. Les volets s'ouvrirent. De lourds rideaux d'étoffe s'appliquaient contre la fenêtre, mais en s'écartant dans le haut. « Vous allez monter sur le rebord » chuchota Hortense. « Oui, et couper un carreau. S'il y a urgence, je braque mon revolver sur l'individu et vous donnerez un coup de sifflet pour que l'attaque ait lieu par là-bas. Tenez, voici le sifflet. » Il monta avec beaucoup de précaution et se dressa peu à peu contre la fenêtre jusqu'à l'endroit où les rideaux étaient écartés. D'une main, il engagea son revolver dans l'échancrure de son gilet. De l'autre, il tenait une pointe de diamant. « Vous la voyez » souffla Hortense. Il colla son front à la vitrine, et aussitôt il lui échappa une exclamation étouffée. « Ah » dit-il, « c'est effroyable !»« Mais tirez, tirez » exigea Hortense. « Mais non !»« Alors je dois siffler ?»« Non, non, au contraire !» Toute tremblante, elle mit un genou sur le rebord. Régine la hissa contre lui et s'efforça pour qu'elle pût voir également. « Regardez !» Elle appuya son visage. « Ah !» fit-elle à son tour avec stupeur. « Hein, qu'en dites-vous? Je soupçonnais bien quelque chose, mais pas ça !» Deux lampes, sans abat-jour et 20 bougies peut-être, illuminaient un salon luxueux, entouré de divans et orné de tapis orientaux. Sur un de ces divans, Rose André était à moitié couchée, vêtue d'une robe en tissu de métal qu'elle portait dans le film de La Princesse heureuse, ses belles épaules nues, sa chevelure tressée de bijoux et de perles. Dalbrec était à ses pieds, à genoux sur un coussin. Habillé d'une culotte de chasse et d'un maillot, il la contemplait avec extase. Rose souriait, heureuse, et caressait les cheveux de l'homme. 2 fois, elle se pencha sur lui et lui baisa d'abord le front, puis la bouche longuement, tandis que ses yeux éperdus de volupté palpitaient. Scène passionnée, unis par le regard, par les lèvres, par leurs mains frissonnantes, par tout leur jeune désir, ces 2 êtres s'aimaient évidemment d'un amour exclusif et violent.
On sentait que, dans la solitude et la paix de cette chaumière, rien ne comptait plus pour eux que leurs baisers et leurs caresses. Hortense ne pouvait détacher ses yeux de ce spectacle imprévu. Était-ce là cet homme et cette femme, dont l'un, quelques minutes auparavant, emportait l'autre dans une sorte de danse macabre qui semblait tourner autour de la mort? Était-ce vraiment sa sœur? Elle ne la reconnaissait pas. Elle voyait une autre femme, animée d'une beauté nouvelle et transfigurée par un sentiment dont Hortense devinait, en frémissant, toute la force et toute l'ardeur. Mon Dieu, murmura-t-elle, mais comme elle l'aime! Et un pareil individu, est-ce possible? Il faut la prévenir, dit Rénine, et se concerter avec elle. Oh oui, oui, dit Hortense, à aucun prix il ne faut qu'elle soit mêlée au scandale, à l'arrestation. Mais qu'elle s'en aille, qu'on ne sache rien de tout cela. Par malheur, Hortense se trouvait dans un tel état de surexcitation qu'elle agite avec trop de hâte. Au lieu de cogner doucement à la vitre, elle heurta la fenêtre en frappant sur le bois à coups de poing. Effrayés, les deux amoureux se levèrent, les yeux fixes, l'oreille tendue. Aussitôt Rénine voulut couper un carreau afin de leur jeter quelques mots d'explication, mais il n'en eut pas le temps. Rose André, qui sans doute savait son amant en péril et recherché par la police, le poussa vers la porte d'un effort désespéré. Dalbrèque obéit. L'intention de Rose était certainement de le contraindre à fuir en utilisant l'issue de la cuisine. Ils disparurent. Rénine vit clairement ce qui allait se passer. Le fugitif tomberait dans l'embuscade que lui-même Rénine avait préparée. Il y aurait bataille, mort d'homme peut-être. Il sauta à terre et fit en courant le tour de la maison. Mais le trajet était long, le chemin obscur et encombré. D'autre part, les événements s'enchaînèrent plus vite qu'il ne le supposait. Quand il déboucha sur l'autre façade, un coup de feu retentit, suivi d'un cri de douleur. Au seuil de la cuisine, à la lueur de deux lampes de poche, Rénine trouva Dalbrède étendu, maintenu par trois policiers et gémissant. Il avait la jambe cassée. Dans la pièce, Rose André, titubant, les mains en avant, le visage convulsé, bégayait des mots que l'on n'entendait point. Hortense l'attira contre elle et lui dit à l'oreille « C'est moi, ta sœur, je voulais te sauver, tu me reconnais ?» Rose semblait ne pas comprendre. Ses yeux étaient hagards. Elle marcha d'un pas saccadé vers les inspecteurs et commença « C'est abominable, l'homme qui est là n'a rien fait qui… » Rénine n'hésita pas. Agissant avec elle comme avec une malade qui n'a plus sa raison, il la saisit d'entre ses bras et, suivi d'Hortense qui referma les portes, la ramena dans le salon. Elle se débattait furieusement et protestait d'une voix haletante. « Mais c'est un crime, on n'a pas le droit. Pourquoi l'arrêter ? Oui, oui, j'ai lu le meurtre du bijoutier Bourguet. J'ai lu cela ce matin dans le journal. Mais c'est un mensonge, il peut le prouver. » Rénine la déposa sur le divan et, avec fermeté, « Je vous en prie, du calme. Ne dites rien qui puisse vous compromettre. Que voulez-vous ? Cet homme a tout de même volé l'automobile, puis les 25 000 francs. » Mon départ pour l'Amérique l'avait affolé, mais l'auto a été retrouvée, l'argent sera rendu, il n'y a pas touché. Non, non, on n'a pas le droit. J'étais ici de mon plein gré. Je l'aime plus que tout, comme on l'aime qu'une fois dans sa vie, mais je l'aime.
la malheureuse n'avait plus de force. Elle parlait comme dans un rêve, affirmait son amour d'une voix qui s'éteignait. À la fin, épuisée, elle eut un brusque sursaut et se renversa. Elle était évanouie. 1 heure plus tard, étendu sur le lit d'une chambre, Dalbrèque, les poignets solidement attachés, roulait des yeux féroces. Un médecin des environs, ramené par l'auto de Rénine, avait bandé la jambe et prescrit le repos le plus complet jusqu'au lendemain. Morisseau et ses hommes montaient la garde. Quant à Rénine, il allait et venait à travers la pièce, les mains au dos. Il avait l'air fort gai et de temps en temps observait les 2 sœurs en souriant, comme s'il y trouvait charmant le tableau qu'elles offraient à ses yeux d'artiste. « Mais qu'y a-t-il donc » lui demanda Hortense, lorsqu'elle s'aperçut de son allégresse insolite et qu'elle se fut à moitié tournée vers lui. Il se frotta les mains et prononça « C'est drôle !»« Mais qu'est-ce qui vous paraît drôle ?» dit Hortense d'un ton de reproche. « Mais mon Dieu, la situation !» Rose André libre, filant le parfait amour, et avec qui, Seigneur? Avec l'homme des bois, un homme des bois domestique et pommadé, moulé dans un maillot, et qu'elle baise à bouche que veux-tu, tandis que nous la cherchions au fond d'une grotte ou d'un sépulcre. Ah, certes, elle a connu les affres de la captivité, et j'affirme que la première nuit, elle fut jetée à moitié morte dans la caverne. Seulement voilà, le lendemain, elle était vivante. Une seule nuit avait suffi pour qu'elle s'apprivoisât à la matine, et pour que Dalbrèque lui parût aussi beau que le prince charmant. Une seule nuit, et qui leur donne à tous deux l'impression si nette qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils décident de ne plus se quitter, et que d'un commun accord, ils cherchent un refuge à l'abri du monde. Où? Ben ici, parbleu. Qui donc irait relancer Rose André jusqu'au Clos Joli? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut davantage aux 2 amoureux. Une lune de miel de quelques semaines, allons donc. C'est toute leur vie qu'ils se consacreront l'un à l'autre. Comment? Mais en suivant la route charmante et pittoresque sur laquelle ils se sont déjà engagés, c'est-à-dire en tournant de nouvelles créations. Dalbrèque n'a-t-il pas réussi dans La Princesse heureuse au-delà de toute espérance? L'avenir, mais le voici, Los Angeles, les États-Unis, fortune et liberté. Pas une minute à perdre, tout de suite au travail. Et c'est ainsi que nous, spectateurs épouvantés, nous les avons surpris tout à l'heure en pleine répétition, jouant un drame de la folie et du meurtre. Je vous avouerai, pour être franc, qu'à ce moment j'ai eu quelques soupçons de la vérité. Épisode du cinéma, me suis-je dit. Mais quant à deviner l'intrigue amoureuse du Clos Joli, cela j'en étais à 100 lieues. Que voulez-vous? Sur l'écran, de même qu'au théâtre, les princesses heureuses résistent ou se tuent. Comment supposer que celle-ci avait préféré le déshonneur à la mort? Décidément, l'aventure divertissait Rénine. Et il reprit. Non, 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 sacrebleu, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent dans les films. Et c'est cela qui m'a fait faire fausse route. Depuis le début, je déroulais le film de la princesse heureuse et je marchais en mettant mes pas dans les empreintes toutes faites. La princesse heureuse avait agi ainsi. L'homme des bois s'était comporté de cette manière. Donc, comme tout recommence, suivons-les. Eh bien, pas du tout. Contrairement à toutes les règles, voilà que Rose André prend le mauvais chemin, et voilà qu'en l'espace de quelques heures, la victime se transforme en la plus amoureuse des princesses. Ah, sacré Dalbrèque, tu nous as bien roulé. Car enfin, quoi? Quand on nous montre au cinéma une brute, une espèce de sauvage, à long poil et à face de gorille, nous avons le droit d'imaginer que dans la vie, c'est quelque brute formidable.
Alors donc, mais c'est un donjon. Farceur, va. De nouveau Rénine se frotta les mains, mais il ne continua pas, car il s'aperçut qu'Hortense ne l'écoutait plus. Rose s'éveillait de sa torpeur. La jeune femme l'entoura de ses bras en murmurant « Rose, Rose, c'est moi, ne crains plus rien. » Elle se mit à lui parler tout bas et à la bercer affectueusement contre elle. Mais Rose, peu à peu, et tout en écoutant sa sœur, reprenait sa figure de souffrance et demeurait immobile et lointaine, assise sur le divan, le buste rigide et les lèvres serrées. Rénine eut l'impression qu'il ne fallait pas heurter cette douleur et qu'aucun raisonnement ne pouvait prévaloir contre la décision réfléchie de Rose André. Il s'approcha et lui dit doucement « Je vous approuve, madame, votre devoir, quoi qu'il puisse advenir, est de défendre celui que vous aimez et de prouver son innocence. Mais rien ne presse, et j'estime que dans son intérêt, il vaut mieux différer de quelques heures et laisser croire encore que vous étiez sa victime. Demain matin, si vous n'avez pas changé d'avis, c'est moi-même qui vous conseillerai d'agir. Jusque-là, montez dans votre chambre avec votre sœur, préparez-vous au départ, rangez vos papiers pour que l'enquête ne puisse rien révéler contre vous. Croyez-moi, ayez confiance. » Rénine insista longtemps encore et réussit à persuader la jeune femme. Elle promit d'attendre. On s'installa donc pour passer la nuit au Clos Joly. Il y avait des provisions suffisantes. Un des inspecteurs prépara le dîner. Le soir, Hortense partagea la chambre de Rose. Rénine, Morisseau et deux inspecteurs couchèrent sur les divans du salon, tandis que les deux autres inspecteurs gardaient le blessé. La nuit s'écoula sans incident. Au matin, les gendarmes, prévenus par veille par Clément, arrivèrent de bonne heure. Il fut décidé que Dalbrèque serait transféré à l'infirmerie de la prison départementale. Rénine proposa son automobile que Clément amena devant la chaumière. Les deux sœurs, ayant perçu des allées et venues, descendirent. Rose André avait l'expression dure de ceux qui veulent agir. Hortense la regardait anxieusement et observait l'air placide de Rénine. Tout étant prêt, il n'y avait plus qu'à réveiller Dalbrèque et ses gardiens. Morisseau s'y rendit lui-même. Mais il constata que les deux hommes étaient profondément endormis et qu'il n'y avait personne dans le lit. Dalbrèque s'était évadé. Le coup de théâtre ne causa pas, sur le moment, une grande perturbation parmi les policiers et les gendarmes, tellement ils étaient sûrs que le fugitif, avec sa jambe cassée, serait vite repris. L'énigme de cette fuite, effectuée sans que les gardiens entendissent le moindre bruit, n'intrigua personne. Dalbrèque se cachait inévitablement dans le verger. Tout de suite, la battue s'organisa. Et le résultat faisait si peu de doute que Rose André, de nouveau bouleversée, se dirigea vers l'inspecteur principal. « Taisez-vous » murmura Serge Rénine, qui la surveillait. Elle balbutia. « On va le retrouver, on va l'abattre à coups de revolver. » « On ne le retrouvera pas, » affirma Rénine. « Mais qu'en savez-vous ?»« C'est moi, avec l'aide de mon chauffeur, qui l'ai fait évader cette nuit. Un peu de poudre dans le café des inspecteurs, ils n'ont rien entendu. » Elle fut stupéfaite et objecta. « Mais il est blessé, il agonise dans quelque coin. »« Non. » Hortense écoutait, sans comprendre davantage, mais rassurée et confiante en Rénine.
Il reprit à voix basse. Jurez-moi, madame, que dans 2 mois, quand il sera guéri et que vous aurez éclairé la justice en son endroit, jurez-moi que vous partirez avec lui pour l'Amérique. Je vous le jure. Et que vous l'épouserez, je vous le jure. Alors venez, et pas un mot, pas un geste d'étonnement. Une seconde oubli et vous pouvez tout perdre. Il appela Morisseau, qui commençait à se désespérer, et il lui dit « Monsieur l'inspecteur principal, nous devons conduire madame à Paris et lui donner les soins nécessaires. En tout cas, quel que soit le résultat de vos recherches, et je ne doute pas qu'elles aboutissent, soyez certain que vous n'aurez pas d'ennui à cause de cette affaire. Ce soir même, j'irai à la préfecture où j'ai de bonnes relations. » Il offrit son bras à Rose André et la conduisit vers l'auto. En marchant, il sentit qu'elle chancelait et qu'elle s'accrochait à lui. « Ah, mon Dieu, il est sauvé, je le vois, murmura-t-elle. Sur le siège, à la place de Clément, elle avait reconnu, très digne dans sa tenue de chauffeur, la visière basse, les yeux dissimulés par de grosses lunettes, elle avait reconnu son amant. « Montez, dit Rénine. Elle s'assit près de Dalbrec. Rénine et Hortense prirent place dans le fond. L'inspecteur principal, le chapeau à la main, s'empressait autour de la voiture. On partit. Mais 2 kilomètres plus loin, en pleine forêt, il fallut s'arrêter. Dalbrec, qui au prix d'un effort surhumain avait pu surmonter sa douleur, eut une défaillance. On l'étendit dans la voiture. Rénine se mit au volant, Hortense à son côté, et avant Louviers, nouvel arrêt, on cueillait au passage le chauffeur Clément qui cheminait vêtu de la défroque de Dalbrec. Puis il y eut des heures de silence. L'auto filait rapidement. Hortense ne disait rien, n'avait même pas l'idée d'interroger Rénine sur les événements de la nuit précédente. Qu'importaient les détails de l'expédition et l'exacte façon dont il avait procédé pour escamoter Dalbrec. Cela n'intriguait pas du tout Hortense. Elle ne songeait qu'à sa sœur, et elle était toute remuée par tant d'amour et tant d'ardeur passionnée. Rénine dit simplement en s'approchant de Paris « J'ai parlé cette nuit avec Dalbrec. Il est certainement innocent de l'assassinat du bijoutier. C'est un brave et honnête homme, tout différent de ce qu'il paraît, un tendre, un dévoué, et qui est prêt à tout pour Rose André. » Et Rénine ajouta « Il a raison, il faut tout faire pour celle que l'on aime. Il faut se sacrifier à elle, lui offrir tout ce qu'il y a de beau dans le monde, de la joie, du bonheur. Et si elle s'ennuie, de belles aventures qui la distraient, qui l'émeuvent, et qui la font sourire, ou même pleurer. » Hortense frémit, les yeux un peu mouillés. Pour la première fois, il faisait allusion à l'aventure sentimentale qui les unissait par un lien, fragile jusqu'ici, mais auquel chacune des entreprises qu'ils poursuivaient ensemble, dans l'angoisse et dans la fièvre, donnait plus de force et plus de résistance. Déjà, près de cet homme extraordinaire, qui soumettait les événements à sa volonté et semblait jouer avec le destin de ceux qu'il combattait ou qu'il protégeait, elle se sentait faible et inquiète. Il lui faisait peur à la fois et l'attirait. Elle pensait à lui comme à son maître, quelquefois comme à un ennemi contre qui elle devait se défendre, mais le plus souvent comme un ami troublant, plein de charme et de séduction.